Lausanne, New York, un podcast féministe des deux côtés de l'Atlantique. Salut Mélo! Salut Amy! Bon, alors aujourd'hui, on a décidé de commencer par quelque chose de différent. Donc on va commencer avec une petite définition. Et si je te dis une femme sans homme est comme un poisson sans bicyclette. Ouais, je l'avais jamais entendu. Tu m'as fait bien rire. Je t'avais demandé de me surprendre, tu m'as bien surprise. C'est pas hyper gay, je trouve, si tu penses par rapport aux standards de la société. Par contre, ouais, c'est hyper à propos par rapport à cet épisode et le suivant, vu qu'on va parler d'amour, de relations hétérosexuelles. Et on se disait justement à l'instant que c'est pas le plus joyeux de nos épisodes. Mais moi, personnellement, je pense que si j'avais su ne serait-ce que 50% de ce dont on va parler maintenant, plus jeune, je pense que je me serais épargné quelques problèmes. Ouais. Oui, bah justement, c'est vrai que c'est un sujet qui mérite une grande attention. Et puis, c'est nécessaire que les femmes et les hommes s'emparent de cette question, y réfléchissent, déconstruisent ce qu'ils et elles ont appris de la société depuis toujours. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on s'entête collectivement à aller droit dans le mur depuis de nombreuses années et qu'on n'entreprend pas de grandes réflexions collectives pour s'aimer différemment et mieux. Donc, dans ce double épisode, on va analyser les mécanismes de domination qui se déploient dans les couples hétéros au sein d'une société patriarcale, puis on va réfléchir ensemble, comme d'habitude, à des pistes pour évoluer et inventer d'autres possibles en vue de créer des relations plus égalitaires. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec le mythe de l'amour romantique. Ouais, et je vais commencer par citer Coral Herrera Gomez, dans son livre Révolution amoureuse pour en finir avec le mythe de l'amour romantique. Donc, elle dit « Il est grand temps de se désintoxiquer des mythes romantiques qui associent amour et souffrance et amour et soumission. De nombreuses femmes dans le monde entier souffrent par amour en rêvant d'un modèle d'homme qui n'existe pas, d'un partenaire idéal qui viendrait les sauver. Ce mythe de l'amour romantique qu'on nous présente comme le seul possible est toxique, individuellement et collectivement. Alors, le seul moyen de se désintoxiquer, c'est de faire la révolution. » Yes. Et du coup, on va commencer la révolution ici et maintenant. Yes. Donc, en prenant le problème à la racine, on constate que la société, elle socialise les petits garçons et les petites filles dans deux camps bien opposés qui peuvent ensuite que difficilement se retrouver sur le terrain de l'amour. Donc, on enjoint les petites filles à développer toute la palette des émotions, à se consacrer entièrement à l'amour, à attendre leur prince charmant, à se dévouer pour l'homme de leur vie, à glorifier les hommes et à vivre au travers de leur regard et de leur approbation. Pendant que de l'autre côté, on apprend aux petits garçons à être indépendants, à compter sur personne, à ne pas montrer leurs émotions et à dévaloriser tout ce qui a trait au féminin. Donc ensuite, comment est-ce qu'on peut se rencontrer sur le terrain affectif lorsqu'on est élevé à ces deux extrémités ? Ouais, c'est vraiment une super bonne question. J'ai lu les 2 semaines dernières Réinventer l'amour de Mona Chollet. Superbe livre que je conseille à tout le monde. J'en parlais hier avec une personne sur Instagram. Il est vraiment super bien fait. Et en fait, elle parle à un moment de la perversité de la société qui nous bombarde d'un côté d'injonctions à l'hétérosexualité, on va y revenir, tout en nous éduquant et en nous socialisant d'une manière en fait qu'on ne puisse pas être sur un pied d'égalité, c'est impossible. Elle dit à un moment du livre, des partenaires qui se conforment à la lettre à leur script de genre respectif, donc c'est ce dont tu viens de parler Mélo, ces partenaires ont toutes les chances de se rendre très malheureux. Ces scripts produisent d'un côté une créature sentimentale et dépendante aux demandes tyranniques qui surinvestit la sphère affective et amoureuse, les femmes, et de l'autre... Les femmes. Et de l'autre, un escogriffe mutique et mal dégrossi, barricadé dans l'illusion d'une autonomie farouche qui semble toujours se demander par quel dramatique manque de vigilance il a bien pu tomber dans ce traquenard. Alors j'ai cherché... C'est tellement ça. Non mais c'est ça. J'ai cherché escogriffe, c'est en fait, ça pourrait être un synonyme d'une créature, c'est quelque chose de grand et d'un peu pâteau, etc. Je l'avais jamais entendu. Mais oui, comme tu disais, c'est exactement ça et c'est ce dont tu venais de parler. Et moi, vraiment, comme je le disais au début de cet épisode, personnellement, me rendre compte de ça et d'analyser cette histoire d'amour romantique qui est vraiment un mythe, finalement, de ce point de vue féministe, avec ses lunettes féministes, moi, ça m'a permis de mettre à jour certaines de ces dynamiques qui se cachent. Je le disais avant, moi, ça m'a permis aussi de réaliser des choses et de me dire que si je l'avais su il y a 10 ans, j'aurais peut-être fait des choses différemment.
Et puis, j'ai aussi découvert que, oh joie, l'amour romantique, ça reste un outil supplémentaire du patriarcat qui maintient les femmes dans une position de soumission sur un tas de plans dont tu vas nous parler maintenant. Ouais, exactement. Donc déjà sur le plan affectif, donc affectivement, les femmes surinvestissent les relations amoureuses pendant que les hommes s'en désinvestissent. Parallèlement, comme tu le dis juste en dessous, il y a toute la culture qui nous bombarde de messages nous disant que c'est grâce à un homme qu'on sera heureuse, mais aussi qu'on a la possibilité de changer un homme grâce à notre amour infini. Et toutes ces injonctions, elles nous rendent dépendantes affectivement des hommes et nous entraînent dans une lutte sans fin dans laquelle on perd notre énergie et notre joie de vivre. Ouais. Il y a un autre plan sur lequel ça se joue, c'est aussi sur le plan social. Donc socialement, parce que pendant longtemps, le seul moyen pour les femmes d'acquérir une reconnaissance sociale était de se marier. C'est toujours plus ou moins le cas aujourd'hui, hein. Alors peut-être plus forcément par le mariage, mais en tout cas, on voit à quel point on est validé socialement quand on est en couple avec un homme. Et invalidé si on n'est pas en couple. Le célibat, il est hyper invalidé. Exactement, ouais. Pardon. Non. Et ça conduit certaines femmes, en fait, à se mettre en couple avec n'importe quel trou de balle, hein, Pardon. pour répondre aux attentes de la société. Pardon, tu m'as tué. Pardon, je t'ai surpris avec trou de balle. C'est un adjectif tout à fait acceptable. Voilà, afin de répondre aux attentes de la société. Parce qu'en fait, la société nous dit tellement qu'il n'y a rien de pire que de finir comme Bridget Jones ou que de finir célibataire à 40 ans avec tes chats. Surtout à 40 ans, ta window pour faire un enfant, elle est passée, donc tu as raté ta vie, hein, vraiment. Moi, je trouve je trouve ça dingue. 2022, on calcule encore tellement la valeur des femmes à leur situation amoureuse. Je regarde beaucoup d'émissions de télé, pour pas les nommer, des trucs qui passent à 13h15 sur France 2, des talk shows, des trucs comme ça. Et je suis vraiment outrée à chaque fois qu'il y a une émission, mais rien avec la choucroute, rien à voir sur l'amour ou comme ça, mais systématiquement, on demande aux femmes si elles ont quelqu'un dans leur vie. Et le pire, mais je pète un câble à chaque fois, c'est que le plus souvent, si la personne, elle dit non, c'est soit un « Oh, mais de toute façon, vous êtes encore jeune, de toute manière, vous avez le temps ». Ou alors, quand c'est des femmes un peu plus âgées, ça arrive assez souvent qu'il y ait des femmes un peu plus âgées qui disent non, mais enfin, moi, c'est bon, j'ai divorcé, là, c'est fini, je suis bien toute seule. Oh, non, mais bon, quand même, il faut pas dire ça, vous fermez une porte et tout. Et franchement, mais je vais le dire et le répéter 10 fois, mais être célibataire, c'est pas une tare. Le but ultime dans la vie d'une femme, c'est pas forcément d'être en couple, de se marier, d'avoir des enfants. Si c'est un but, si c'est ça qui nous plaît, tant mieux, mais c'est pas le but ultime. Et tu disais avant, moi franchement, célibataire avec 3 chats et du temps pour faire des trucs qui me plaisent, ça me dérange, enfin, ça me poserait pas un problème non plus, quoi. Clairement, clairement, moi non plus. Ouais. Donc Mona Chollet, elle note également ceci, donc on va beaucoup citer de passages de ce livre, hein. Elle dit « Il me paraît indéniable qu'en abreuvant les filles et les femmes de romance, en leur vantant les charmes et l'importance de la présence d'un homme dans leur vie, on les encourage à accepter leur rôle traditionnel de pourvoyeuse de soins. On les place aussi en position de faiblesse dans leur vie sentimentale. Si l'existence et la viabilité de la relation leur importent davantage qu'à leurs compagnons, en cas de désaccord sur n'importe quel sujet, ce sont elles qui seront amenées à céder, à faire des compromis ou à se sacrifier. On éduque les femmes pour qu'elles deviennent des machines à donner et les hommes pour qu'ils deviennent des machines à recevoir. » Ouais. Et sur ce point, d'ailleurs, c'est pas un hasard si l'amour prend aujourd'hui une place si prépondérante dans nos vies. Et dans ce livre, Pourquoi l'amour fait mal, Eva Illouz, elle dit qu'à des époques où le patriarcat était bien plus puissant qu'aujourd'hui, l'amour jouait un rôle beaucoup moins significatif dans la subjectivité des hommes et des femmes. La prédominance culturelle de l'amour semble avoir été associée à un déclin du pouvoir des hommes dans la famille et à l'émergence de rapports de genre plus égalitaires et symétriques. L'amour romantique est le pivot psychologique de la persécution des femmes. Mais donc, en fait, c'est une espèce... Ce qu'elle dit, c'est que... Je ne l'ai pas lu, moi, ce livre. Ce qu'elle dit, c'est que c'est en fait une espèce de technique de psychologie inversée qu'en nous poussant à choisir l'amour romantique au-dessus de tout, au-dessus de l'individualité, au-dessus des autres relations, etc., et en parallèle, en conjonction avec notre éducation genrée, on en avait fait un double épisode, on en a déjà un peu parlé aujourd'hui. En fait, tout ça, ça nous pousse à nous mettre au service de l'autre et ça nous remet dans notre petite case
qui arrange le patriarcat tout en nous faisant croire que c'est un choix personnel. Est-ce que je comprends ça comme il faut ? Je pense que c'est ça. Non, mais oui, je pense vraiment que c'est ça. Et puis, on va aussi le voir plus loin, mais oui, je pense vraiment que c'est ça. Et ça me fait vraiment penser, mais on redira aussi cette phrase plus loin, mais la phrase que Victoire Tuaillon, elle dit dans un épisode du Cœur sur la table, c'est « L'amour est la pilule qui fait passer le patriarcat ». Et c'est vraiment ça. Il y a vraiment tout qui se mord bien la queue et qui va bien ensemble, en fait. C'est vraiment circulaire. Ouais. Et le truc de la pilule, tu sais, c'est la pilule rouge, pilule bleue, c'est ce concept, c'est le truc de Matrix, là, que si tu prends la pilule bleue, tu restes dans ton... Tu restes dans ton illusion, et la pilule rouge, ça donne... Et il y a beaucoup, genre, je vais en reparler un peu plus tard, mais il y a beaucoup de ces communautés d'hommes célibataires qui haïssent les femmes, etc., qui disent qu'eux, ils ont pris la pilule rouge, donc en fait, ils voient la vérité. Ah, oui, ok. Ça me fait penser, tu sais, aussi. Et je trouve que c'est intéressant aussi, parce que c'est vraiment... Enfin, ouais. C'est vraiment une perception, quoi. C'est vraiment... Ouais. Bref. Donc justement, pour faire infuser l'amour romantique dans nos cerveaux, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais quoi de mieux que les productions culturelles comme les films, les séries, les dessins animés et les musiques qui façonnent nos imaginaires collectifs. Et puis, vraiment, plus on fait des épisodes, et puis plus je me dis, on a vraiment bien fait de faire ces 3 épisodes là-dessus parce que c'est vraiment la base de tout, en fait. Enfin, ouais. On avait fait une trilogie l'année dernière, il y avait le sexisme dans la presse, dans la musique et sur les écrans. Ils sont tous disponibles si ça vous intéresse. Mais oui, moi je remarque aussi, on y retourne beaucoup. Beaucoup, hein. Ouais. Mais c'était nos 3 premiers épisodes après, c'est sur Britney. Ouais, bah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, c'était vraiment une base. C'était... Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc c'est pas un hasard non plus que l'amour soit omniprésent dans ses productions. Et analyser les messages qu'ils diffusent dans la société est primordial parce qu'ils ont un réel effet sur la façon dont les individus se comportent ensuite. L'amour et les relations amoureuses hétérosexuelles nous sont généralement présentés sous 2 aspects. Donc premièrement comme quelque chose de magique, d'absolu qui rend les humains heureux et comblés de manière magique. Et deuxièmement comme quelque chose qui fait souffrir, comme si la souffrance était quelque chose d'intrinsèque à l'amour, que cette souffrance elle faisait inévitablement partie des relations amoureuses. Et parfois même on nous fait croire que souffrir par amour est normal et que plus une relation est tumultueuse, plus elle est passionnelle et donc plus on s'aime. Mais souvent, même d'ailleurs, c'est l'amour qui fait souffrir, l'amour désespéré, je perds mon français. L'amour désespéré, c'est hyper romantisé. Hein. Et d'ailleurs, je vais citer Mona Chollet encore une fois, toujours dans ce même livre, Réinventer l'amour. Elle parle de Christina Neiring, à un moment, qui est une autrice, je crois qu'elle est américaine. Et elle dit, donc Mona Chollet, elle dit « Je freine des cas de fer lorsque Christina Neiring fait l'éloge du déséquilibre de pouvoir entre les partenaires, bien plus propice à la tension érotique, selon elle, que l'égalité. » Donc en fait, ce que cette personne, Christina Neiring, elle avance comme théorie, c'est que le déséquilibre de pouvoir, avoir une personne, l'homme, qui a un ascendant sur sa partenaire, ce serait plus aphrodisiaque, ce serait plus propice à la tension érotique que l'égalité, que deux partenaires qui seraient vraiment sur un pied d'égalité, de manière plus équitable. Et donc elle parle des effets aphrodisiaques de l'inégalité. Et en fait, elle envisage jamais que ces effets-là, ils puissent s'expliquer par le fait qu'en fait, on a appris à érotiser cette domination masculine. Et donc, Bien sûr qu'on a appris. Mais c'est ça. Mais c'est important, je trouve, parce qu'il y a beaucoup... Alors, l'hétérosexualité, c'est pas un choix. Hein, je veux dire, le fait d'être attiré par un genre ou un autre, c'est pas un choix. Par contre, ce qui nous excite sexuellement, ce qui nous excite de manière romantique, etc., c'est pas non plus des choix. Par contre, c'est très... ça nous a été inculqué, en fait, depuis petit. Oui, et ça peut se changer. Et voilà, c'est ça. Et ça peut se déconstruire aussi. On en parlait dans l'épisode sur, justement, la sexualité et le porno. On nous montre beaucoup des trucs, justement, des relations de domination, etc. Et que c'est peut-être ça, justement, qui nous excite, mais que ça peut aussi se changer. Si on déconstruit ce rapport de dominant-dominé, on peut aussi changer un peu notre prisme, en fait, et notre vision sur ce genre de choses, quoi. Ouais. Mais enfin, voilà, on va revenir encore après en détail, mais je sais que Mélo, tu voulais juste nous parler un petit peu de à quel point l'amour, c'est vraiment ce synonyme d'accomplissement de soi, de bonheur éternel absolu et magique, comme tu disais. Oui, parce que si on en croit les comédies romantiques, en fait, rencontrer notre âme sœur, ça serait la résolution de tous nos problèmes. Rencontrer notre âme sœur impliquerait de vivre ensuite heureux et heureuse avec beaucoup d'enfants.
Et par contre, on se disait, c'est quand même intéressant de se demander pourquoi la majorité de ces films nous montrent ce qui se passe avant la mise en couple et pas ce qui se passe après. Ouais. Ça serait pas quand même quelque chose de plus intéressant? Est-ce que ça nous permettrait pas de réfléchir à ce qu'on doit mettre en place pour faire fonctionner un couple? Enfin, on a eu l'impression en écrivant l'épisode que voilà, on nous montre la marche à suivre pour arriver à se mettre en couple, mais qu'ensuite, c'est ben voilà, débrouillez-vous tout seul. Le plus dur, c'était ce qui se passe avant et pas ce qui se passe après. Alors que dans la réalité, ben, c'est l'inverse. Oui, tout à fait. Hein. C'est l'inverse qui correspond à la réalité. Mais complètement. Et c'est ce que tu disais, ça invisibilise le, entre guillemets, vrai couple, donc la partie, comme tu disais, qui est après. Et ça invisibilise tout ce que ça implique de vivre à deux, de gérer les problèmes, de gérer des tensions, etc. Ensemble aussi. Pas seulement... parce que ça, c'est aussi un truc, c'est souvent les femmes qui prennent la charge émotionnelle d'arranger les choses, comme tu le disais avant. Et moi, je me souviens que j'ai... eu un moment d'arrêt, j'ai frisé. La première fois que j'ai réalisé, et j'avais pas 12 ans, hein, j'étais déjà une adulte, mais la première fois que j'ai réalisé que les relations amoureuses, ça demande des efforts et du travail en commun. J'ai grandi avec cette notion, et c'est con, je sais pas d'où ça vient, mais avec cette notion de homme ou femme de la vie de quelqu'un, donc voilà, et qu'en fait, une fois que tu as rencontré la bonne personne, la seule et unique. C'est ça. Là pour toi, il n'y en a qu'une seule. Exactement, il n'y en a qu'une seule. Alors, on est quand même 8 milliards, donc c'est déjà, statistiquement, ça va déjà être compliqué. Mais j'avais vraiment, moi, cette idée dans ma tête, vraiment, ce concept de the one, tu sais, la bonne personne. Et qu'en fait, une fois que tu avais rencontré cette personne, tout coulait de source. Et que aussi, et de ce fait, si tu es dans un couple et qu'il y a des problèmes, il y a des roadblocks, il y a des choses qui sont là, que du coup, c'est que c'est pas la bonne personne. Et ça, je trouve, ça c'est vraiment moi quelque chose, ça a été vraiment une espèce de breakthrough vraiment dans ma vie, de réaliser que, en fait, c'est le couple ensemble, qui travaille ensemble pour que mutuellement on devienne la bonne personne pour l'autre, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais rappeler à toutes, à tous. Et franchement, aux plus jeunes, moi, c'est quelque chose, je pense que j'aurais aimé l'entendre vraiment plus jeune, c'est qu'une relation réussie, c'est des efforts, c'est des galères souvent. C'est de la communication, mais c'est surtout une envie mutuelle de faire fonctionner le truc et d'y mettre les formes, quoi, de faire des efforts. Et au contraire de ce qu'on nous fait croire, la vraie aventure, elle commence après s'être mis en couple et pas avant, malgré ce qu'on nous montre. Exactement, ouais. Bah oui, parce qu'il n'y a rien de plus utopique en fait que de penser que deux êtres se rencontrent et que tout va bien, que tout est évident. Ouais. Enfin voilà, comme tu viens de dire, que si on trouve la bonne personne, alors la suite, ce sera juste un conte de fées jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Mais c'est ça qu'on nous montre. C'est ça que le prince qui bagarre le dragon, machin, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Tu te dis, bon, bah c'est bon. Voilà. Si ça se résume en une phrase, c'est qu'il n'y a rien à en dire, c'est que c'est facile. Oui, et puis vraiment, ce mythe, ça fait beaucoup de mal aux relations hétérosexuelles parce que, du coup, les femmes, elles s'attendent à rencontrer un prince charmant, qui déjà n'existe pas dans la réalité, hein. Et puis voilà, en fait, on en avait déjà parlé aussi, mais c'est vrai que les femmes, elles grandissent en écoutant des chansons d'amour des boys bands, qui sont souvent des chansons dans lesquelles ils sont éperdument amoureux de femmes. On regarde des dessins animés dans lesquels des jeunes filles attendent patiemment leur prince, qui sont d'ailleurs jamais là, hein. Les princes ne sont jamais là. Ouais, c'est vrai en fait. Comme par exemple, comme Hélène dans ses chansons, il est tout le temps parti, on ne sait où, on ne sait pas où ils sont, mais... Elle l'attend avec sa guitare, comme ça. On les attend, peut-être qu'en septembre... Tu reviendras. C'est donc la deuxième fois que l'on chante cette chanson dans ce podcast. On a les références qu'on mérite, hein. C'est ça. Et puis, ou bien alors des films romantiques, enfin voilà, comme dans Titanic par exemple, où là, enfin, et ça c'était ma psy un jour qui m'avait dit ça, et parce que moi je lui disais, moi j'ai grandi en attendant mon Jack. Puis tu sais ce qu'elle me fait ? Elle me fait, ouais, en fait vous attendez un homme qui meurt pour vous. Oh ouais, piou. Ok, très bien. Non mais j'avais adoré cette phrase, en fait c'est vrai. Non mais c'est tellement ça. Et en plus, excusez-moi, hein, non mais I will die on this hill, comme ils disent ici, hein, je mourrais pour cette bataille, mais il y avait de la place pour deux. Donc c'est aussi encore un truc, on te montre une espèce de grand gesture. Non mais enfin c'est bon, enfin je veux dire, soyez décents, respectez-nous, battez-vous à nos côtés pour l'égalité. Vous n'avez pas le droit de crever sur une planche dans l'eau, hein. Enfin, on sait pas. Non mais oui, c'est vrai. Oui. C'est quand même ridicule parce que ça soit montré comme le côté, l'épitome du romantisme, c'est un peu... Vraiment. Non mais oui. Et puis... en parlant de Jack et Rose, de cette histoire d'amour, en fait, elle est belle parce qu'elle est temporaire.
Enfin, c'est vrai qu'on la voit comme une histoire magnifique, mais c'est vrai, mais en fait, c'est un conte de fées qui dure 3 jours. 3 jours, oui, Ça- oui, avec clairement. Non, Oui. mais c'est un conte de fées qui dure 3 jours et qui n'a aucun futur. Et c'est pour ça qu'elle est extraordinaire. Et c'est vrai que pour moi, en fait, de mon enfance, c'était la plus belle histoire d'amour que j'avais jamais vue. Enfin, c'était tellement beau. Mais voilà. Bon, si ça aide après, aussi, on prend- ça aide aussi parce que DiCaprio à cette époque-là était ultra craquant. Je pense que ça aide aussi. Non mais, enfin, il y a aussi ce fait, enfin, tu nous aurais mis un type avec, enfin, ça aurait moins Oui, marché non, quoi. mais t'allais pas faire ça avec un horrible personnage. Non, mais Oui, mais non, c'est ça aussi parce que c'est ça aussi qui est ridicule, je trouve, c'est que, enfin, Il était si beau. il est beau, il est gentil, il est machin. Enfin, c'est bon. Au bout d'un moment, on va se calmer quoi. Il faut quand même remettre un peu. Il y a un paradoxe entre le fait que la barre est hyper basse, et on va en revenir, et le fait que aussi, en parallèle, on nous dit oui, tu vas trouver un type qui sera prêt à se noyer pour toi, qui est hyper beau. Ça. C'est ça. Non mais il y a une espèce de dichotomie entre ces deux trucs, et en fait, tu dis, on nous prend pour des connes, quoi. On nous prend pour des buses, On ouais. nous prend pour des bébés, c'est ça. Pardon, continue. Oui, alors continuons. Mais oui, non, mais c'est intéressant de s'arrêter là-dessus, c'est vrai. Donc, en fait, ce qui peut être intéressant pour un peu voir Jack et Rose d'une autre manière, c'est le film Les Noces Rebelles. Moi, c'est mon film préféré. Et tu l'as vu? Je crois pas. Ah, il faut que tu le vois. Je suis pas hyper film d'amour, je dois avouer. Ça me... Alors c'est pas vraiment un film d'amour, hein. Ah bon, d'accord, autant C'est un pour moi. drame, hein. C'est un drame, hein. Ah d'accord. Ok, raconte. Ouais, Raconte-moi c'est de un quoi drame. ça parle. Donc, en fait, Les Noces Rebelles, c'est sorti 10 ans après Titanic. Ok. Donc, c'est en plus avec les mêmes acteurs. Et on peut se dire que... Enfin, moi, j'aime bien imaginer que ce qui se passe dans Les Noces Rebelles, en fait, ça pourrait être la suite de ce qui se serait passé en Jack et Rose s'il n'était pas mort. Ok. Ça nous montre un peu l'imprégnation dans le réel de leur idylle naissante sur ce bateau quand ils avaient 20 ans. Alors, j'avais pas écrit l'histoire des Noces Rebelles, mais en fait, Les Noces Rebelles, c'est un jeune couple qui ont plein d'ambitions et plein d'envies, qui vont habiter en banlieue. Et quand ils arrivent dans la banlieue, ben, ils critiquent tous les couples qui sont déjà là dans la banlieue en disant « Oh, nous, on va pas finir comme tous ces vieux cons. Sure. Nous, on n'est pas comme ça. Nanana, nanana. » Et puis, en fait, eh ben, ils sont totalement rattrapés par la vie. Ok. Ils ont 2 enfants. Elle arrête de bosser, sauf erreur. Lui, eh ben, il va travailler en ville. Puis bon, après, je vais pas te spoiler tout ça, mais en fait, c'est un drame. Ok. Et en fait, je trouve que c'est une super bonne critique, en tout cas, c'était dans les années 50, hein, mais de cet idéal, tu sais, marital de vivre en banlieue, dans un pavillon, avec 2 enfants, mariés, tout ça. C'est une grande critique sociale de ça, en fait. Ok. Voilà. Donc, après, voilà, je te spoil pas la fin, Ça mais me du tente. coup, franchement, regarde-le parce qu'il est vraiment, tente. vraiment bien. Ok. Puis, il y a aussi une actrice qui joue dans Titanic, sauf erreur, enfin, il y a... Ok. Vraiment, il est bien, il est bien, Ok. il est bien. Donc voilà, donc je trouve en fait que, ouais, ben, comme j'ai à peu près expliqué, c'est tout de suite moins beau et magique hein, quand on confronte la naissance idyllique d'une relation amoureuse avec la réalité d'un couple qui dure sur la longueur. Ouais. Mais ça, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Il y a quand même un écart qui est abyssal entre ce que sont les relations amoureuses en vrai dans la réalité et comment elles nous sont présentées dans les films. Hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a énormément de gens, de femmes, mais de gens en général, mais spécialement des femmes, qui courent inlassablement après cet amour absolu qui soignerait tout, qui serait facile, qui nous rendrait magiquement heureuses, heureux, etc. Comme je disais, moi, la première pendant des années, hein, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait checker toutes les boxes pour que ça vaille seulement, ça vaille juste la peine, en fait. Alors que c'est que un mirage, ça existe que dans les films, dans les séries, dans la musique, etc. Mais ça existe que dans la fiction. C'est vraiment à l'heure de croire que l'amour, c'est la source de tout le bonheur. Et je trouve que c'est aussi quand même une forme d'injonction qui peut faire souffrir. Hein. Dans le livre que tu nous as montré avant, Mélo, le livre de Eva Illouz, « Pourquoi l'amour fait mal », elle dit « L'amour n'est pas source de transcendance, de bonheur et d'accomplissement de soi. L'amour romantique est plutôt l'une des principales causes de la division entre les hommes et les femmes, tout autant que l'une des pratiques culturelles à travers lesquelles on impose aux femmes d'accepter et d'aimer leur soumission aux hommes. » Et j'ai vraiment encore envie d'ajouter que, encore une fois, ce poids de la relation réussie ou non, il est le plus souvent porté par les femmes, dans les couples hétéros, hein, toujours, avec tout ce que ça implique aussi de culpabilité, de ne pas réussir à atteindre cet état de bonheur ultime et facile. Et comme en tant que femme, on est quand même hyper conditionné aussi à culpabiliser tout le temps, du coup, t'as toujours ce côté de dire c'est moi qui ai raté. Alors qu'en fait, Ouais, c'est un effort à deux, quoi. Oui.
Et Coral Herrera Gomez, elle fait le même constat dans Révolution amoureuse. Et vraiment, on va en citer beaucoup de fois dans l'épisode ce livre, mais vraiment, il faut le lire. Vraiment, ça, je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai lus sur l'amour, de tous les livres qu'on a lus. Tu l'as lu, toi? Non, il est dans ma liste. Je lis lentement. Vraiment, il faut le lire. Ouais. Donc, elle dit « L'un des mythes romantiques les plus puissants de notre culture patriarcale est l'idée que la magie de l'amour transforme notre vie, nous sauve de tous les malheurs et résout tous nos problèmes. Le grand mythe sur lequel repose presque toute cette culture amoureuse est donc bien l'idée que l'amour peut tout accomplir. C'est le meilleur argument pour que nous ne nous sentions pas responsables de notre bien-être et de notre bonheur et pour en imputer toute la responsabilité à un prince séduisant. C'est la meilleure arme pour nous maintenir dans l'attente, la passivité, la dépendance et le besoin d'amour. C'est le meilleur moyen de s'assurer que les femmes ne vont pas bouleverser l'ordre patriarcal et vont s'en remettre seulement à la magie de l'amour pour transformer leur vie. » Ouais, c'est vrai. C'est tellement vrai. Hein. Il n'y a rien de plus menaçant pour la société patriarcale et dans la société patriarcale que des femmes heureuses qui auraient confiance en elles, qui se suffiraient à elles-mêmes et qui dépendrait pas, enfin, dont le sort ne dépendrait pas du regard masculin. On s'était fait cette réflexion dans l'épisode justement sur le sexisme dans les médias. Là, c'était par rapport à l'image de soi, mais ça se recoupe en fait. C'est tout pareil. La société patriarcale, elle fonctionne sur des femmes qui ne s'aiment pas elles-mêmes, qui ne s'aiment pas entre elles, qui du coup ne se soutiennent pas dans les difficultés. Là, ça marche très bien aussi dans les difficultés de couple. Et c'est vrai que jusqu'à récemment, là, il me semble que la parole, elle se libère un peu sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est très bien, mais jusqu'à récemment, on ne parlait pas, ou très très peu, de ces problèmes de couple, de ces problèmes relationnels entre amis, ou justement sur les réseaux sociaux et tout. C'était vraiment... il y avait une espèce de cloche de verre et d'opacité autour de ce genre de discussion. Et cette loi du silence, elle participe à faire perdurer les inégalités. On le dit souvent dans ce podcast, mais c'est diviser pour mieux régner. Exactement. Et une fois qu'on a compris que l'amour, ça ne sera pas notre salut dans notre vie, c'est primordial que nous, les femmes, on prenne en main la responsabilité de notre vie, de nos vies et de notre bonheur. Attendre sur un homme qu'il comble tous nos besoins et prenne soin de toutes les parts de notre être est dangereux et conduit immanquablement à une situation de domination et de frustration. Oui, parce que ce que tu disais avant, tu ne peux pas le changer. Et du coup, ça va te frustrer ou ça va te... Ouais, non, c'est tout à fait ça. Pardon, oui, et puis en plus, de leur côté, les hommes, ils n'attendent pas sur nous pour avoir une vie bien remplie, pour faire des activités, pour continuer de voir leurs amis, pour nanana. Et je crois que sur ce point, et uniquement sur ce point, non, ils ont raison. Il va pleuvoir, elle va pleuvoir. Bello, elle donne raison. Ça. Non, mais oui, c'est vrai. Et juste pour rebondir là-dessus, c'est important que en tant que femme, on s'approprie ou réapproprie nos vies, qu'on apprenne à vivre pour nous-mêmes, qu'on développe et entretienne un sentiment de bonheur et de plénitude à faire des choses pour nous-mêmes, en fait, et à pas trouver de satisfaction uniquement dans le fait de se consacrer aux autres et de s'oublier. On est conditionné comme ça, on est éduqué à faire ça, mais vraiment, reprenons nos vies en main. On y reviendra un peu plus loin, mais vraiment, trouvons des choses qu'on veut faire pour nous-mêmes, qui nous font plaisir à nous-mêmes. Ouais, bon, là, je vois que ça me fait penser, je te coupe. Non, vas-y. C'est vrai que ces conseils-là, je pense que c'est plus facile à appliquer quand on n'a pas d'enfant. Hein. Quand tu as déjà des gosses, en fait, comment tu fais comment on fait pour pas s'oublier? C'est pas facile. Hein. Alors, tout à fait, mais je pense justement, à mon avis, et encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que encore une fois, t'es dans le couple, t'as des enfants, je pense que tu peux aussi... T'es pas obligé de toujours tout faire en groupe, par exemple, tu vois. Je lisais il y a quelques jours sur Instagram une maman qui disait qu'ils ont un système un week-end sur deux, où genre un dimanche sur deux, elle prend les enfants le matin et elle sort avec les enfants, elle revient, je sais pas, je crois qu'elle disait genre ils reviennent à 13h ou je sais pas quoi pour manger, et donc le mec parce que les gamins se lèvent hyper tôt, donc le mec il a sa matinée, et en fait ils alternent. Et la règle, c'est, si tu as des questions, c'est la veille. Genre, le matin, tu décarres avec les enfants. Il n'y a pas de « elle est où la veste ?» et le machin. Tu te débrouilles, quoi. Et elle disait que ça a l'air de marcher assez bien. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça reste toujours, j'imagine, une initiative de la mère ou de la femme qui va mettre ça en place. Mais je pense que l'effort, il peut aussi être...
il peut aussi valoir le coup, je pense. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est hyper difficile. Non, totalement. C'était juste pour souligner qu'en fait, nous, c'est vrai que d'où on parle, nous deux, en fait, on parle quand même de point de vue de femmes qui n'ont pas d'enfants. Bien sûr. Ouais. Ah non, et ça met les choses... on a beaucoup moins de choses dans la tête, Non, ça, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, non, tout à fait, ouais. Tout à fait. Puis juste pour rebondir sur ce que tu disais avant aussi, par rapport on parlait un peu des films, tout ce qui est production culturelle, un peu... Mais... Dans la mesure, en fait, où ça nous fait croire que l'amour, c'est la solution ultime et la seule solution pour être heureuse et heureux, ça nous met cette idée dans la tête, alors qu'en parallèle, on nous bombarde quand même d'un message contraire, qui est que l'amour fait souffrir, et que plus il est mal, plus il est passionnel, plus il a de la valeur, en fait. Et donc, on aimerait parler, moi j'aimerais vraiment qu'on parle un peu de pourquoi ça devrait souffrir, pourquoi l'amour devrait faire souffrir. Ouais. Vraiment, c'est une question qu'on peut légitimement se poser, en fait. Ouais. Comme on le disait avant, l'amour, c'est un outil du patriarcat pour maintenir les femmes dans une position dominée, dans un état dans lequel elles ne sont pas joyeuses, dans lequel elles ne sont pas heureuses, pas accomplies. Ouais. Et en parallèle, on nous répète à longueur de journée qu'il n'y a que l'amour qui peut nous combler, etc. Et du coup, c'est ce que je disais avant, c'est le cerveau qui se mord la queue. On va essayer de plus en plus de faire marcher les relations. C'est vraiment ça tourne en boucle, en fait. Parce que moins on est heureuse, plus on va faire d'efforts, plus on va faire des... ça mène nulle part, quoi. Ça mène nulle part, ouais. Et puis, on n'a qu'à réfléchir à toutes les injonctions qu'on subit dans tous les domaines de la vie pour le réaliser, en fait. Comme tu disais juste avant, physiquement, on n'est jamais assez, puisqu'on est encouragé à nous comparer à des mannequins, puis à des physiques qui n'existent pas. Ouais. Ça nous fait consommer tout un tas de produits esthéticiennes, produits de beauté qui ne fonctionnent pas, puis qui nous poussent à être toute notre vie au régime, par exemple, puis à nous priver de nourriture. Après, qu'on devienne mère, puis on ne sera jamais une mère suffisamment bonne dans la vie d'autrui, qu'on reste sans enfant, puis... la société aura toujours quelque chose à nous dire, en fait, sur tous les pans de nos vies, pour nous signifier qu'on n'est pas dans le juste. Donc, la société patriarcale, en s'acharnant continuellement et subrepticement à indiquer à toutes les femmes qu'elles ne sont jamais assez et qu'il y a toujours un step supplémentaire à faire pour atteindre un idéal qui n'existe pas, ça maintient les femmes sous emprise en les rendant vulnérables, peu sûres d'elles et dépendantes du regard d'un ou des hommes pour obtenir une validation que la société ne veut pas leur donner. L'idée que l'amour fait souffrir, ça s'intègre formidablement bien dans cette logique patriarcale qui a besoin de femmes tristes et anesthésiées, car les femmes joyeuses sont dangereuses pour le système patriarcal, comme elle le dit Coral Herrera Gomez dans ce livre, dont on en a déjà parlé plusieurs fois. Elle dit aussi « Cette souffrance en amour est politique. Pour que rien ne change, il faut que chaque femme reste à sa place, repliée sur elle-même, qu'elle rêve de son salut personnel et pleure parce qu'elle ne peut pas se procurer sa drogue préférée. La drogue de l'amour annule notre volonté, détruit notre estime de soi, nous vole tout notre temps et toute notre énergie. Elle nous remplit l'âme de peur. Peur de ne pas être aimée, peur de ne plus être aimée, peur de nous retrouver seuls, peur que l'intensité de la passion amoureuse retombe et que le conte de fées prenne fin. » Donc, l'amour fait souvent souffrir les femmes parce qu'on nous enjoint à relationner avec des hommes qui sont indisponibles émotionnellement ou, comme elle le dit, Coral Herrera Gomez, mutilés émotionnellement. Ouais. Et on nous fait croire qu'avec suffisamment de dévotion, d'amour, d'oubli de nous-mêmes, nous allons réussir à faire changer un homme, à le rendre plus ceci ou plus cela, à le faire correspondre à notre idéal romantique. Et ça, en fait, ça se combine vraiment très bien avec le rôle du care, avec le rôle du soin qui est dévolu aux femmes dans la société patriarcale qui nous éduque à prendre soin des autres et à nous sentir utiles et indispensables par ce biais. Coral Herrera Gomez, elle dit encore « Nous avons intégré l'idée que si nous les aidons à résoudre leurs problèmes, si nous les aimons inconditionnellement, si nous les sortons de la misère, ils ne cesseront jamais de nous aimer car ils nous en seront éternellement reconnaissants. » Je souffre. Je souffre de t'écouter. Non, franchement, c'est pas très gai comme passage. Enfin, l'amour, c'est censé... En fait, je pense que ça aussi, c'est que l'amour, c'est censé être joyeux, être facile, être léger, etc. Et en fait, je pense que ça peut l'être. Il faut juste arriver à se détacher de toutes ces injonctions, en fait. Et tu parlais de la misère il y a 2 secondes. Pardon. Tu t'apprêtais à dire quelque chose? Non, mais oui, c'est vrai. Et en fait, ça me fait penser à un autre truc qu'elle dit là-dedans. En fait, il faut qu'on arrête de se mettre avec des hommes qui sont indisponibles émotionnellement en pensant qu'on va les changer. Ouais. Enfin, il faut, en tant que femme, on doit refuser de relationner avec des gars comme ça, avec des Don Juan, avec des gars qui disent « Faut pas tomber amoureuse de moi, parce que moi,
non, je veux rien de sérieux, si c'est ce que vous voulez. Enfin, voilà, il faut qu'on arrête de relationner avec des hommes comme ça. Ouais, non, mais tout à fait. Surtout que ces problèmes, cette misère dont tu parlais, etc., c'est quand même induit par la société, par l'éducation. Enfin, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en boucle sur ce sujet de ce que l'éducation nous fait, de l'éducation genrée nous fait, mais c'est vrai. Et il faut quand même réaliser que tous ces problèmes, c'est des choses qui peuvent être réglées que par les premiers concernés, et en l'occurrence, c'est les hommes. Le gars qui n'est pas disponible, le gars qui veut pas avoir une relation sérieuse, etc., on ne pourra pas le changer. Le gars qui a des problèmes qui ne sont pas réglés et puis que du coup il n'arrive pas, enfin, ses relations amoureuses, etc., elles fail tout le temps. Encore une fois, ça peut être que réglé par la personne concernée. C'est utopique et carrément dangereux, je trouve, de perpétuer cette idée qu'on pourrait les faire changer. De manière générale, les hommes, mais les gens en général, je veux dire, c'est un dispositif, je trouve, qu'on voit hyper souvent dans les cas de violence conjugale. Il y a la notion de dépendance affective, hein, mais enfin, les femmes, elles pensent qu'elles sont en partie responsables de ce qui leur arrive. Hein. Ça, voilà, je veux dire, c'est l'éducation, on est toujours responsable des émotions des autres, c'est hyper problématique, mais c'est la vérité. Mais elles pensent aussi souvent que, donc d'un côté que c'est leur faute, et de l'autre côté qu'elles arriveront à les changer. Je veux dire, c'est un problème d'estime de soi, mais c'est aussi quelque chose qui est hyper dangereux, parce que dans la mesure où on est toujours conditionné à cette idée que c'est possible, ce sera aussi peut-être moins facile de partir. Enfin, tu vois ce que je veux dire, dans ces cas de violence conjugale, la personne, elle s'excuse, elle dit « Ah, je vais changer, etc. » Et vu que c'est un truc qu'on a toujours entendu, on va la croire, quoi. Là, cette semaine, j'ai vu une militante féministe, je sais plus qui c'était, je sais pas si tu as vu passer, elle a posté... C'est Olympe Rêve. C'est Olympe Rêve, ok, j'étais pas sûre. Donc, elle a posté apparemment, elle s'est mise sur une app de rencontre, j'ai pas tout suivi l'histoire, mais enfin, elle a posté un screenshot de son profil de rencontre, et elle avait noté « mec en thérapie seulement ». Non, mais à part ça, j'ai trouvé que c'était une super bonne approche. Hein. Moi, je suis une grande... je suis une grande adepte de... Je trouve que tout le monde... Enfin, je trouve qu'on devrait tous faire de la thérapie, en fait. Je trouve que ça devrait être obligatoire pour tout le monde, vraiment. Totalement. Enfin, je trouve que c'est tellement... Je sais pas, c'est tellement utile dans la vie. Je trouve que tout le monde devrait aller en thérapie. Après, il faut le vouloir, je veux dire aussi, parce que tu peux pas changer les choses si tu le veux pas. Mais... Mais alors c'est ça que je veux dire. Ça devrait être mis à la disposition de tous et toutes. Je trouve. Mais donc, elle avait noté mec en thérapie seulement. Et en fait, je trouve que c'est tellement une approche qui est excellente parce que en disant ça, alors je pense qu'il y avait un petit peu de... Elle voulait un petit peu, je pense, taper dans la fourmilière. Hein. D'ailleurs, elle montrait après les réponses qu'elle avait eues et tout. Mais, pardon, je trouve que c'est une excellente approche parce qu'en fait, elle refuse d'être la psy de son mec. Et, enfin, encore presque pire, je dirais, elle refuse de subir le manque de déconstruction et toutes les souffrances, le poids qui va avec, qui va peser sur le couple. Elle refuse de porter le couple à bout de bras en se disant, si le mec il n'est pas déconstruit, moi je rentre même pas en matière. Et c'est ce que tu disais avant. C'est une excellente manière de refuser de relationner avec ce genre de personnes en disant, si t'as pas fait une thérapie, si t'as pas réglé tes problèmes, autour du féminisme ou pas, hein, je veux dire, mais si t'as pas réglé tes childhood traumas, comme ils disent ici, tes problèmes d'enfance, je suis pas ta mère, je suis pas ta psy. Pays pas intéressé. Non, mais d'un côté, franchement, je trouve que c'est extrêmement mature. Et c'est probablement une assurance de choper moins de cassos, quoi. Clairement. Non, mais oui, vraiment. Oui. Ouais. Ouais. Alors, l'amour, ça devrait pas faire souffrir. L'amour, ça devrait prendre place au sein de relations égalitaires dans lesquelles les deux partenaires discutent ensemble des modalités. Voilà. Les femmes devraient construire des relations avec des hommes qui refusent les relations de domination et avec des hommes qui s'ouvrent émotionnellement. Toujours dans ce livre, La Révolution amoureuse, Coral Herrera Gomez dit « Pour pouvoir construire des relations saines et belles, les hommes doivent se pencher sérieusement sur la question de l'honnêteté et fonder leurs relations avec des femmes sur le partenariat. Ils doivent redoubler d'autocritique pour arrêter de nous utiliser comme des trophées de chasse, pour apprendre à communiquer avec sincérité et à prendre soin de leurs partenaires, pour nous considérer comme des égales, pour augmenter leur estime de soi, pour explorer d'autres façons d'être un homme. » Tu vois, tout ça, ça se fait en thérapie. Vraiment. C'est difficile de le faire par soi-même. Je dis pas que tu te réveilles un matin et puis que voilà. Mais justement, oui. Je n'arrêterai pas de défendre cette idée. Je veux dire, on est vraiment
dans nos sociétés, je trouve encore plus en Europe qu'ici aux États-Unis, mais quand même dans nos sociétés en général, on a une espèce de... Enfin, il y a vraiment ce côté de psychanalyse ou psychothérapie égale on est fou. Il y a vraiment une espèce de... Enfin, t'as la santé mentale, elle est vraiment mise de côté par rapport à la santé physique, etc. Et je trouve qu'il faut vraiment normaliser le fait de s'occuper de sa santé physique comme de sa santé mentale. Absolument. T'es mieux dans ta vie, t'es mieux dans tes relations, c'est vraiment... Oui. Et de notre côté, en fait, on doit également travailler sérieusement nos rôles de chasseuses de mâles alpha. Si nous voulons un partenaire honnête, ne jetons pas notre dévolu sur un don Juan pour ensuite essayer de le changer ou pour attendre passivement un miracle. Ouais. Nous devons bien choisir les compagnons avec lesquels nous voulons partager un bout de notre vie. Nous avons besoin d'hommes libres qui ne nous traitent pas en ennemis, qui peuvent jouir de l'amour sans crainte, qui peuvent se mettre à nu et être dans le partage. Ouais. Qui ne se sentent pas obligés de faire constamment preuve de leur virilité, qui savent utiliser leur pouvoir sans dominer et sans blesser personne, qui révisent leurs privilèges, qui cherchent d'autres modèles de masculinité et qui construisent leur propre identité au-delà des injonctions de genre. Il faut s'intéresser aux hommes qui transgressent le système patriarcal. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais il en existe bien. Voilà, et pour conclure, j'aime bien encore une fois cette phrase de ce livre qui est vraiment une merveille, c'est « Nous n'avons pas besoin de tragédie, nous avons besoin d'orgasmes, de câlins, de caresses, de rires, de jeux, de tendresse et de plaisir. Nous le méritons, chacun et chacune d'entre nous. La vie est très courte, nous avons le droit de la vivre dans la joie et de la remplir de beaucoup d'amour, de l'amour qui fait du bien. » Amen. Bonne fin de journée. C'est bon. Merci, au revoir. Non, mais c'est vraiment, c'est mic drop. Non, mais c'est vrai. Putain. Mais en fait, c'est ça. Arrêtons de se faire chier, putain. Ouais. Mais tu vois, c'est ce que tu disais avant dans cet épisode du Cœur sur la table, là où Victoire Tualion, elle parle justement, elle dit l'amour, c'est la pilule qui sert à faire passer le patriarcat. C'est vraiment une réalité, hein. C'est vraiment une réalité. Oui, c'est vraiment une réalité. Ouais. Oui. Non, vas-y. Vas-y. Non, je dis, on peut constater que... on va y arriver. Vas-y. Je disais, on peut constater vraiment que les hommes, ils traitent mal les femmes. Hein. On voit les chiffres sur les violences conjugales, les violences dans la rue, etc. On sait aussi que c'est au sein du foyer que les femmes, elles ont le plus de risques d'être agressées. Hein. On sait qu'on nous élève dans deux systèmes qui sont totalement opposés. On en a parlé dans cet épisode, on en a parlé dans le double épisode sur l'éducation genrée. On voit que du coup ça nous construit d'une manière en fait où ensuite on peut hyper difficilement se réconcilier. Et moi je me demande sincèrement et objectivement pourquoi, et ça vient d'une personne, enfin je suis hétéro, hein, mais pourquoi en fait on continue à se faire du mal en relationnant avec des hommes, quoi. Enfin je veux dire en 2000, je crois que c'était en 2008. Sauf erreur, Alice Coffin, qui est donc une autrice, elle est journaliste, etc. Elle disait « Ne pas avoir de mari m'expose plutôt à ne pas être violée, tuée ou tabassée. » C'était pas en 2008, ça. 2018. C'est pas quand son livre est sorti. Ouais, 2018 peut-être. C'est quand le génie lesbien est sorti. Le génie est sorti, ouais, c'est possible. Ouais, mais je trouve ça... c'est tragique parce que c'est une problématique qui concerne... Elle s'était pris une volée quand elle avait dit ça. Ouais, mais en parallèle... Elle l'avait insultée, alors qu'en fait, c'est la vérité. Je veux dire, alors... On ne veut pas faire une généralité, hein, ça ne concerne pas la majorité des couples hétéros, heureusement, mais il ne faut pas ignorer les statistiques, c'est exactement ce que tu dis, c'est la vérité. Tragiquement, la plupart des viols, la plupart des agressions, etc., je ne sais plus, je ne connais pas la statistique, c'est quoi, c'est 3/4 des victimes de viols qui connaissent qui connaissent leur agresseur. 80% des violences faites aux femmes, c'est par un homme de leur entourage au sein de leur foyer. Donc, c'est juste ce qu'elle dit, Alice Coffin, mais... C'est violent, mais c'est vrai. C'est ouf, ouais, et puis quand tu dis des choses qui sont vraies en fait par les statistiques, et puis après les gens ils pètent des plombs parce qu'elle a osé dire ça en disant que c'est une extrémiste, en fait elle met juste des mots sur ce qui se passe et qu'on ne veut pas voir, alors qu'en fait c'est ça la réalité. Ouais. Mais après c'est des mêmes personnes, enfin c'est toujours les mêmes, c'est les personnes qui ne voient pas les problèmes, c'est les personnes qui disent oui les féminismes en Europe, on n'a pas besoin de vous avez déjà l'égalité, non mais enfin j'en sais si tu vis où quoi. Non mais je fais un parallèle qui sera peut-être un peu malheureux, mais il y a de nouveau ici cette semaine aux États-Unis une tuerie dans une école, une de plus. Oui. La même semaine, il y a eu la concession de la NRA, donc l'association des armes, qui s'est quand même tenue dans le même état. Enfin, rien que ça, c'est une honte. Non mais là, j'écoutais ce matin, je ne vais même pas le nommer, c'est un trou du cul sans fin, mais
représentant au Sénat du Texas, là, qui dit non, mais il faut pas enlever les armes, il faut diminuer le nombre de portes pour accéder dans les écoles. S'il y a une seule porte puis qu'elle est gardée, les gens ne peuvent pas rentrer. Non, mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est des gens qui détournent le problème, en fait. Ouais, il faut armer tout le monde, en fait. Oui, non, mais c'est ça. Il faut donner des armes aux profs. Mais là, c'est pareil. C'est pareil dans le sens où elle ose dire que le fait d'être homosexuel, ça diminue ses risques de se retrouver dans une relation avec une personne qui pourrait potentiellement et statistiquement qui a des chances de lui faire du mal, et elle se prend une volée de bois vert. Enfin, je veux dire, si vous aimez pas ce que vous entendez, aidez à faire changer les choses. Ça sert à rien de crier au loup, quoi. C'est ça. Oui, puis encore une fois, alors on va pas faire un auto le machin, et c'est vrai que c'est pas dans toutes les relations hétéro que on se fait battre ou bien sûr. Mais les statistiques, dans les faits, les statistiques c'est ça. Voilà. Donc il y en a certains et certaines qui disent que être en couple c'est dans la nature, que de base les êtres humains sont hétéros dans le but de reproduire l'espèce. Mais si on s'éloigne un petit peu de cette explication qui est très essentialiste et qu'on analyse notre organisation sociétale pour ce qu'elle est, en fait, on constate que l'hétérosexualité, c'est, selon le livre de sortir de l'électrosexualité. À quoi ça consiste? C'est la nouvelle catégorie YouPorn de l'année prochaine, l'électrosexualité par Mélo. Sortir de l'hétérosexualité de Juliette Droulard. L'hétérosexualité, c'est un régime politique qui construit des personnes dominantes et des personnes dominées sur la base de leurs organes sexuels et les met systématiquement en relation intime afin que les dominants en tirent des bénéfices. Dans ces mises en relation asymétriques et systématiques par et pour les hommes cis hétérosexuels, les autres sont exploités, travaux gratuits ou sous-payés, matériels, sexuels, émotionnels, intellectuels, au sein de la famille, du couple, de l'entreprise. Et si on ne souhaite pas ou moins participer au grand jeu de rôle social homme-femme aux relations par et pour les hommes, vous serez punis. Ben voilà, ben oui. Voilà. Et elle, parce qu'elle se genre autant au féminin qu'au masculin, l'hétérosexualité peut bien se draper dans le mot amour. Ceux qui en tirent les bénéfices sont toujours les mêmes. Et voilà, donc quand on prend le régime hétérosexuel pour ce qu'il est et qu'on lui ôte ce petit pansement dessus qu'on nomme amour, on voit que c'est quand même tout de suite moins glamour et moins romantique, hein, n'est-ce pas? Et puis en écrivant ce truc, on s'est dit l'hétérosexualité est quand même un peu un cadeau empoisonné qui est offert aux femmes, qui est très très bien emballé. Ouais, un joli petit nœud sur le dessus. Après, il y a des bons moments, je veux dire, le couple ça peut être quelque chose de magnifique, heureusement. Mais c'est vrai que quand tu regardes ça sur le papier, heureusement, c'est pas très très engageant, et je trouve qu'en fait on nous fait passer, pour revenir sur ces genres de pilules, on nous fait passer une pilule bien indigeste sous prétexte justement qu'elle est emballée dans ce petit paquet amour, je trouve. Ouais. Enfin, je veux dire, tu regardes quand même, tu regardes une majorité des couples hétéros, les femmes elles travaillent autant à l'extérieur, elles sont payées moins, elles en font plus à la maison et elles sont pas payées du tout. Il y a toute la charge mentale et toutes les autres charges que ça implique, etc. Moi, si tu me présentes ça comme ça de manière uniquement sur le papier, je signe pas. C'est où la sortie au secours? Non, mais c'est important quand même de le dire, je trouve, parce que, encore une fois, on peut être heureux et heureuse, etc. Et tu sais quoi, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont dire, mais moi, ça me dérange pas, je le fais volontiers. Très bien. Complètement. Très bien. Mais je pense que c'est quand même important de se rendre compte et d'ouvrir les yeux sur des inégalités qui existent. C'est ça. Ouais. Puis après, comme d'habitude, c'est toujours... Chacun vit sa vie comme il ou elle peut. Et si ça ne dérange pas les personnes, tant mieux pour ces personnes. Ah oui, tant mieux. Et le régime, donc c'est ce que tu dis, le régime hétérosexuel dans le monde capitaliste, ça permet d'exploiter le travail des personnes minorisées au service des dominants. Ça permet d'exploiter les femmes en couple en les faisant travailler gratuitement, en dévalorisant le travail domestique et en l'invisibilisant, en faisant croire que ce travail ne requiert aucune compétence apprise, mais uniquement des compétences innées qui seraient liées à notre condition de femme. Et... Péter un câble, ça me fait péter un câble. Non mais fais-le, toi tu sais mieux le faire. Enfin, c'est laver une assiette, c'est pas... Et ça permet de faire reposer sur les femmes le travail reproductif, à savoir l'éducation des enfants, qui sont les travailleurs de demain et qui seront à leur tour au service du capitalisme. Ouais. Et quand tu y penses, tout ce travail qui est effectué par les femmes, ça bénéficie grandement aux hommes. Hein.
Je veux dire, être marié, avoir des enfants, ça permet aux hommes de monter les échelons professionnellement sans avoir à se soucier de ce qui se passe à la maison, alors que pour les femmes, on en avait parlé dans un de nos épisodes, il y a toujours ce plafond de verre, il y a toujours cette idée préconçue que elle a eu un enfant, maintenant c'est elle qui va partir plus tôt s'il faut aller le chercher à l'école, s'il est malade, etc. Enfin, dis-moi, toi, Mélo, combien de fois tu as été témoin d'hommes qui ont eu des carrières brillantes parce que, et ça j'y tiens, parce que leurs épouses, elles ont pris en charge toute l'éducation des enfants, la tenue de la maison, etc. Je veux dire, combien de fois tu as été témoin de femmes qui, elles, ont eu une carrière brillante, qui ont eu tout leur temps parce qu'elles avaient le mari qui était à la maison et qui faisait l'inverse, qui lui prenait en charge de tout. Bah ouais, bah moi j'en connais pas en fait. Et puis de ce qu'on me raconte dans mon entourage, alors après, nos expériences individuelles ne représentent pas la société. Non. Mais moi c'est vrai que dans mon entourage, les femmes ou qu'on me raconte qui ont qui sont chefs, enfin qui ont des carrières où elles font que de bosser, bah en fait, elles n'ont pas de mari souvent. Et elles n'ont même pas de copains en fait. Ouais. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Les femmes, elles s'oublient, elles se sacrifient pour leur mari et leur carrière, mais la réciproque, ce n'est pas vrai. Ouais. Ou beaucoup plus rare, en tout cas. Ouais. Non, tout à fait. Ou beaucoup plus rare, ouais. Ah. Et Liv Stromkist, elle dit dans sa BD qui s'appelle Les sentiments du prince Charles que selon des études, après une rupture, les femmes sont plus heureuses alors que les hommes sont plus malheureux. Et puis et voilà, elle dit ça. En effet, est-ce que c'est pas agréable pour tout être humain d'avoir un autre être humain qui nettoie son intérieur, qui pense à faire les courses, à préparer des repas équilibrés, qui s'enquiert régulièrement de son état mental en lui demandant comment il va, en l'écoutant, en lui donnant des conseils, qui entretient le lien social avec la famille, qui pense à faire les cadeaux de Noël pour les anniversaires, qui dresse des belles tables, nanana. Et puis voilà, les femmes, elles se retrouvent finalement être plus heureuses quand elles vivent seules parce qu'elles n'ont pas besoin de prendre en charge leur conjoint sur tous les aspects de l'existence. Et puis, c'est quand même intéressant de relever ça parce que finalement... Pardon, nous avons un chat. Pardon, finalement, c'est hyper loin de l'image que nous montrent les films. Comme quoi, il n'y a rien de pire d'être célibataire et de vivre seul. Ouais. Tout à fait. Tu sais quoi ça me fait penser? J'avais vu un post je crois que c'était sur Ta-Pensée-A, tu sais, le compte Instagram sur la charge mentale, là, où il y avait une femme qui disait que quand elle avait annoncé à son mari qu'elle voulait divorcer, il lui avait répondu « Oh ben mince, alors il va falloir que je trouve une femme de ménage. » Non mais, mon Dieu. Mais et en parallèle, franchement, je suis pas... je suis pas ultra étonnée, quoi. Je suis pas ultra étonnée. Non mais tu te rends compte de la violence? Et le fait que ce soit... Alors après, je sais rien, je veux dire, il n'y a pas de... J'ai donc un... je pense que tu vois la caméra qui bouge, j'ai donc un chat qui mange l'appareil photo. Le fait que ce soit le premier truc auquel il pense, quoi. Le mec, il pense pas, ben voilà, ma femme, elle me quitte, je suis triste, j'ai peut-être fait un truc, machin et tout. Non, le gars, c'est... Oh, je trouve quelqu'un qui nettoie pour moi. Non mais, oui, d'accord. Enfin, je sais pas. C'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Et c'est ce qu'on disait avant, par contre. On peut penser que l'hétérosexualité, elle va de soi et qu'elle est naturelle, alors que si on regarde les choses de manière très pragmatique, cette même société, elle met tout en œuvre pour qu'on se conforme toutes et tous à ce schéma. C'est une injonction, voire une contrainte à l'hétérosexualité. Exactement, c'est ça, ouais. Et puis Louise Morel, elle en parle dans son livre « Comment devenir lesbienne en 10 étapes ». Elle dit « Puisque dans l'ensemble, la perspective d'être une victime sacrificielle à plein temps n'emballe pas grand monde, le maintien de ce système impose de donner aux femmes l'impression que leur destin est non seulement enviable, mais le seul possible. Cela nécessite de recourir à des subterfuges sociaux et c'est là qu'intervient la contrainte à l'hétérosexualité. Ce concept formulé par Adrienne Rich désigne l'ensemble des normes sociales qui présentent l'hétérosexualité comme la seule option viable et souhaitable pour mener sa vie sexuelle et affective. Pour être efficaces, ces normes doivent accomplir 2 exploits. D'abord, effacer autant que possible toute trace d'existence menée hors de l'hétérosexualité. Ensuite, donner envie d'être hétéro. Il s'agit d'un véritable tour de force car la réalité est tout autre. Les désirs et les pratiques lesbiennes ont toujours existé et l'hétérosexualité est dangereuse pour les femmes. Tout à fait, hein. C'est ce que je disais avant, on vit vraiment dans une société qui nous pousse à l'hétérosexualité. Ici, il y a quelques semaines ou mois, il y a la Floride qui ont passé une loi qui s'appelle Don't Say Gay, donc ne dites pas gay.
Je ne sais pas si ça vous est arrivé, c'est juste qu'en Europe, cette fabuleuse information. Et en fait, parmi autres choses, ça empêche les écoles de parler d'homosexualité, de parler de genre, de mentionner les personnes LGBT, etc. Et en fait, ce que je trouve super intéressant dans ce genre de non-sens politique, c'est que ces personnes, elles sont offensées par ce qu'ils appellent la propagande LGBT, alors même que notre génération et celle d'avant, et depuis un très très long moment, on a été biberonnés au Disney, aux films d'amour dont on parlait avant, qui sont ni plus ni moins que de la propagande hétéro. C'est de la propagande hétérosexuelle, c'est de la propagande patriarcale. Donc c'est très intéressant d'entendre ces conservateurs qui disent qu'il ne faut pas parler de genre, il faut pas, parce que ça va rendre nos enfants gays, alors que clairement, il y a de la propagande hétéro depuis des dizaines et des dizaines d'années, quoi. Je veux dire, quand on entend ce truc dont on parlait avant, qui est ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, tu sais, à la fin des dessins animés, enfin, moi je trouve que ça laisse quand même pas beaucoup de place à la princesse de faire une carrière, de voyager, de décider ce qu'elle a envie de faire de son utérus, hein. Peut-être qu'elle n'avait pas envie d'avoir d'enfants, de s'essayer à des autres formes de relations, peut-être qu'elle avait envie d'essayer une relation lesbienne, ou peut-être qu'elle est bi, peut-être qu'elle avait envie de vivre en concubinage, de ne pas se marier, etc. On nous montre vraiment, film après film, Disney, après année, que la norme c'est un homme, une femme, égale plein de bébés. Et ouais, enfin, moi vraiment, ces conservateurs dans ce pays, je trouve que c'est à vomir en fait, de les entendre se réveiller à ce moment-là. Et en fait, du moment où c'est plus papa plus maman, ça commence à les énerver. C'est papa et maman, c'est pas la seule réalité, quoi. Non. Et puis, tu sais, ça me fait penser... Excuse, je te non, vas-y. Dans Sortir de l'hétérosexualité, justement, il dit que si l'hétérosexualité allait autant de soi, est-ce qu'on aurait vraiment besoin d'en faire tout un pataquès? Enfin, est-ce qu'on aurait vraiment besoin de faire autant de films, c'est vrai. La communication autour. Toute cette propagande, en fait. Enfin, c'est abusé. Non, mais tout à fait, c'est vrai. Mais c'est vraiment pour ça, je trouve, justement, c'est intéressant, de te parler de propagande. Et je reviens un peu sur cette loi-là, Don't Say Gay. Faites des recherches si ça vous intéresse. Il y avait des profs, donc en Floride, qui ont dit on peut pas parler de genre. Alors, on dit plus papa et maman, parce que papa et maman, ça implique qu'il y a un genre. Et en fait, ils avaient renvoyé une circulaire aux gens de l'école en disant, donc, on dit plus papa et maman, parce que ça implique aussi qu'ils sont hétéros. En fait, ils avaient retourné le truc, mais en fait, c'était tellement ridicule. Et j'avais un vague espoir que pendant 2 secondes, quelques personnes se soient dit, oui, effectivement, vu comme ça, c'est ridicule, mais en fait, ça n'a pas marché. Non, mais je veux dire, c'est des gens que je ne peux pas parler avec eux, ils sont obtus. Mais je trouve quand même intéressant de se rendre compte que cette propagande, elle soutient le système et elle continue parce qu'en fait, ce système, justement, il en tire des avantages. C'est ce qu'on parlait avant, c'est vraiment tout ce concept de régime politique qui organise la domination des hommes sur les femmes. Et du coup, les hommes, ils profitent du travail gratuit. Et quand on se rend compte, en fait, qu'être dans un couple hétéro, ça implique pour une femme de prendre en charge une masse de travail qui est quand même inconsidérable et toute cette charge additionnelle sur plein de points, en fait. Exactement, ouais. On les connaît, les charges, maintenant. On les redit juste rapidement, mais il y a la charge mentale, que tout le monde connaît, que c'est l'ensemble des tâches que les femmes planifient, auxquelles elles pensent pour faire tourner la maison. Donc, en plus de toutes les corvées domestiques, ménage, courses, les femmes sont aussi majoritairement responsables de la planification et de l'organisation des vacances, par exemple, du couple et de la famille. Ouais. Il y a la charge émotionnelle, ça on en parle depuis moins longtemps que la charge mentale, mais ultra intéressante aussi. C'est le fait de prendre soin de l'émotionnel de son conjoint, de son bien-être, mais aussi de lui témoigner des signes d'attention, le faire parler de ses problèmes, chercher avec lui des solutions, l'encourager à consulter un ou une thérapeute. D'ailleurs, à ce sujet-là, Mona Chollet, elle dit « Il incombe aux femmes de penser les blessures émotives, affectives et psychiques de leur conjoint, de ménager leur ego. » Ménager l'ego des hommes, ça c'est un truc, de veiller au bonheur et à l'harmonie du couple, et il est de l'avantage des hommes qu'il en soit ainsi. Il suffit pour s'en convaincre de constater combien les articles et livres destinés aux femmes portent sur la réussite conjugale et combien ce sujet est absent des publications destinées aux hommes. Aucune réciprocité ici. Non, pas du tout. Et ça va de pair aussi. Alors ça, c'est un truc que j'ai réalisé il y a quelques semaines. La question de la communication. Parlons de la question de la communication pendant 2 secondes. Non mais c'est important parce que même nous, je sais que c'est quelque chose dont on a parlé plusieurs fois quand on donne des pistes, etc. La communication, c'est la solution miracle des couples qui durent.
C'est vrai. Je remets pas ça en question. Par contre, quand on voit à quel point les hommes, ils sont élevés à être distants par rapport à leurs propres émotions, à les ressentir à peine et alors surtout pas en parler, je pense qu'on est quand même... Non mais il y a quand même pleure pas, les garçons ça pleure pas, etc. Je veux dire, c'est hyper problématique. Du coup, un petit peu comme ça, ils vont mourir. Non mais c'est ça quoi. Mais moi je m'interroge du coup quand même sur le bien fondé de cette communication au sein du couple, parce que, et on en revient exactement à ce qu'on disait il y a 5 minutes sur la thérapie, un homme qui n'a pas fait son chemin de déconstruction, il sera moins enclin à parler, probablement. Ouais. Et que du coup, c'est la femme, grâce à ses aptitudes innées, hein, voilà, les mêmes qui te permettent de nettoyer les assiettes, c'est donc la femme qui va porter la responsabilité de lui tirer les verres du nez pour le succès du couple. Et ça reste, donc encore une fois, je ne remets pas en compte la communication, mais la communication dans un seul sens, c'est encore une injonction. Exactement. Une de plus. Absolument. Ouais. Et puis, en plus de ça, on apprend aux femmes que ce sont les émotions des hommes qui passent en premier. Mona Chollet encore dit « Cette primauté des émotions de tous les hommes, ce réflexe de s'identifier à eux, à leur vécu, à leurs intérêts, cette idée que le rôle d'une femme est de tout comprendre et de tout pardonner, nous les avons profondément intégrés. La préoccupation pour le bien-être des hommes qu'on inculque aux femmes les amène à se mettre systématiquement à leur place, elles aussi, au point qu'elles peuvent oublier leur mal qu'ils leur font, négliger leur propre sort, faire taire leurs propres ressentis. » Ouais, on nous encourage à être empathiques et après ça se retourne contre nous. Ça se retourne contre nous. Ouais. Et puis la dernière charge, c'est la charge reproductive qui représente le travail reproductif, à savoir la mise au monde des enfants et leur éducation, le soin apporté aux enfants, l'écoute, l'amour, la tendresse, acheter des habits à leur taille, anticiper, prendre rendez-vous chez le ou la pédiatre, aller aux séances des profs. Enfin voilà, c'est toutes les tâches qui doivent être accomplies pour élever des enfants jusqu'à qu'ils deviennent adultes. Et donc, on voit bien à l'évocation de ces points combien le couple hétérosexuel, c'est un régime qui permet l'oppression des femmes, puisque la plupart de ces services rendus, en fait, de ce travail gratuit, n'est pas rendu en sens inverse. Les femmes, elles sont exploitées par les hommes au sein des couples hétéros, et notre culture et le système patriarcal nous font croire que c'est comme ça que les femmes montrent leur amour aux hommes. Et moi, j'aimerais bien qu'on nous explique alors comment les hommes, est-ce qu'ils nous montrent leur amour dans cette configuration et comment est-ce qu'on est récompensé pour tous ces services rendus gratuitement aux hommes. Ah non, mais c'est une excellente question. Moi, je te réponds, on n'y est pas. Hein. On n'est pas récompensé. C'est aussi simple que ça. Hein. Non, mais quand ils pensent... Enfin, ouais, non, c'est une super question. C'est une super question. Et je trouve que ça donne aussi... aux hommes et aux femmes, mais spécialement aux hommes, ça leur donne aussi cette impression que finalement tout leur est dû. Non mais c'est vrai, dans la mesure où la logique c'est un couple hétéro, donc on en revient toujours à la même chose, c'est donc l'homme, la femme, machin, c'est logique, donc ça m'est dû. Et je sais pas si c'est un truc dont vous parlez beaucoup en Europe, mais ici on en parle vraiment beaucoup, les incels. Je sais pas si c'est un truc pas trop. Quand j'en parle, moi ici, que je dis les incels ou comme ça, les gens ils savent pas ce que c'est. Ouais, alors donc incel c'est involuntary celibates, donc c'est les célibataires involontaires. C'est une communauté d'hommes qui se réunissent surtout sur internet. Je crois que c'était sur Reddit, mais je suis pas sûre. Bref, qui en fait se décrivent eux-mêmes comme incapables d'attirer l'attention des femmes ou d'attirer les femmes en général, et qui nourrissent une haine vraiment super prononcée à l'égard de ces mêmes femmes. Justement pas parce qu'elles refusent ce qui leur est dû, donc du sexe, du sexe des relations. Et ce qui est assez intéressant à remarquer, c'est qu'en fait, ils se définissent comme les bons gars. Donc pour eux, dans leur tête, ils ont tout pour plaire. Et ils sont outrés que les femmes, elles leur préfèrent ce qu'ils appellent les tchads. Donc c'est les mecs... oui, non mais c'est ça. Ouais. Ils sont vraiment la masse, quoi. Mais franchement, ils font peur, hein. Parce oui, mais c'est des masculinismes. C'est des masculinismes extrêmes. Hein. Ouais, non, mais tout à fait. Oui. Et en fait, ouais, justement, donc, ils sont tellement outrés que les femmes, elles préfèrent sortir avec des tchads, donc des hommes qui ont des physiques attirants et qui, eux, dans leur tête, ont tout qui est facile, en fait. En fait, ils ont une haine de ces hommes qui ont facile et aussi, ils ont une haine de toutes ces femmes parce que d'après eux, pour nous, c'est facile, les relations, en fait. Et la preuve en est qu'il y en a systématiquement qui créent des comptes sur genre OkCupid, ou enfin, tu sais, ces trucs de dating, ces applications de dating. Et le problème, c'est que vu qu'on est des bouts de viande, quand en tant que femme, tu crées un profil sur ces applications, effectivement, tu reçois 55 messages à la minute, et eux, en fait, ils voient ça comme la preuve ultime
que être une femme, c'est beaucoup plus facile et qu'on est des salopes parce qu'en fait, on ne veut pas relationner avec eux. Et je trouve que c'est un excellent exemple, ces gens, alors c'est poussé à l'extrême, mais de ce que la société patriarcale, elle fait aux hommes aussi. Olivia Gazalet, elle en parle dans son livre Le mythe de la virilité. Et je trouve que, même si c'est extrême, c'est hyper parlant parce qu'on parle ici d'hommes qui haïssent les femmes, qui vont jusqu'à leur faire du mal, parce qu'ils refusent ce à quoi la société leur a fait croire qu'il leur était dû. Vraiment. Droit, ouais. En fait, c'est ça. Et ce sentiment que, en tant que femme, on leur doit quelque chose, il est vraiment créé par la société et ça reste un réel problème et un problème de plus à conditionner les femmes à être au service des hommes, quel qu'il soit, que ce soit un service physique, un service domestique ou un service sexuel. Tout à fait. C'est vrai que moi, je me sens souvent que je dois quelque chose, hein. Oui. Bien sûr. À mon mec, hein. Bien sûr. C'est vraiment des trucs. Et c'est vraiment... j'ai ces messages qui me viennent où je me dis « Ah, je pourrais l'aider à faire à manger. Ah, je pourrais... » Je me dis « Non, non, non. » Mais c'est ouf. Hein. Ouais. C'est un conditionnement. Propagande, conditionnement, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis c'est ça, c'est comme on disait avant, c'est qu'en fait, en plus, c'est ça le pire, c'est que ça nous fait plaisir de faire plaisir. Parce qu'on se sent utile. Oui, mais c'est ça en fait. Est-ce que ça te fait plaisir de faire à manger pour lui ou est-ce que c'est l'idée de comment ça va te faire te sentir qui te fait plaisir? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le fait. Je pense pas que c'est le fait de faire cuire un steak qui te fait plaisir. C'est le fait que tu te dis, une fois que j'aurai fait cuire le steak, que je purerai l'oignon, je purerai l'huile, ça m'aura giclé sur le visage, machin, il sera content. Et c'est ça en fait qui est intéressant aussi, je trouve. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que, je veux dire, on est responsable. J'ai écouté un podcast de développement personnel de Clotilde Dussoulier, elle s'appelle. Ouais. Et elle dit... Change ma vie, ouais. Et elle dit, vous êtes responsable de vos propres émotions dans le sens où vous pouvez aussi les changer. Et ça, c'est un truc sur lequel il est possible de changer. En réfléchissant, en se disant, est-ce que ça me fait vraiment plaisir de le faire ou est-ce que ça me fait plaisir parce que j'imagine que le sentiment que ça va me procurer va être agréable. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout un travail, hein. Putain, pardon. Donc voilà, donc on arrive au bout de cette première partie. Ouais. Donc on espère qu'on vous aura donné des clés pour commencer à déconstruire un peu l'hétérosexualité. Alors, bien sûr, l'orientation sexuelle, c'est pas un choix, hein, donc ça sera donc impossible à la majorité d'entre nous de régler le problème simplement en le faisant disparaître. Mais comprendre comment se forment les oppressions, ça offre de bonnes bases pour tenter de les combattre de manière individuelle déjà. Ouais, ce serait déjà un bon début. Puis voilà, dans la deuxième partie de cet épisode, donc, qui sortira le mois prochain, on discutera toujours de la propagande hétérosexuelle. C'est vraiment un sujet assez central. On verra aussi, notamment sur nos écrans, on verra un petit peu plus loin comment ça s'immisce un petit peu dans nos têtes sans qu'on s'en rende compte. Comment aussi ça nous est présenté comme le seul modèle existant et acceptable. Et puis, on parlera aussi d'un sujet qu'on trouve super important, qui est l'amour non romantique. Parce que c'est pas quelque chose qui est très commun, c'est pas quelque chose qui est mis en avant, alors que malgré le fait que ça soit complètement invisible, ça reste un amour qui est indispensable et ça devrait être probablement plus mis en lumière. Et puis, comme à chaque fin d'épisode, on terminera aussi avec des pistes, comme tu disais Mélo, pour essayer de voir ce qu'on peut faire au niveau individuel et sociétal pour changer les choses. Absolument. Super. Alors, à bientôt. Au revoir. Bye bye.